Se dirige-t-on vers un affrontement armé entre l'Afrique du Sud et le Rwanda? La question se pose avec insistance dans un contexte de tension entre Pretoria et Kigali, exacerbé par la mort de 13 soldats sud-africains de la mission de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La responsabilité imputée au Rwanda pour son soutien au M23 n'est pas du goût de Kigali, qui menace de répondre à la moindre provocation de l'Afrique du Sud. Paul Kagame a rejeté les accusations de Pretoria sur l'implication du Rwanda, aux côtés notamment du groupe rebelle M23, et qualifié la mission de la SADC en RDC de force belligérante, l'accusant de combattre aux côtés des forces armées congolaises et de groupes armés qu'il considère comme une menace pour son pays. Les tensions entre Pretoria et Kigali peuvent-elles davantage complexifier l'approche visant à sortir la RDC de cette crise sécuritaire? Nous tenterons de comprendre cela dans quelques instants. Et puis, 24 heures après le discours à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le M23, lors d'une conférence de presse organisée à Goma, a décliné son agenda, celui de rester dans la capitale du Nord Kivu, mais surtout de poursuivre sa marche de libération jusqu'à la capitale Kinshasa. Quelques heures avant la sortie de Corneille Nangaa, le coordinateur d'Alliance Fleuve Congo, Félix Tshisekedi avait refusé de s'avouer vaincu, assurant qu'une riposte vigoureuse était en cours. Dans ce contexte de tension permanente, jusqu'où iront les principaux belligérants? Faut-il craindre le risque d'une escalade régionale incontrôlée? Élément de réponse à suivre dans un instant. Bonsoir à vous et bienvenue. Tension entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, surenchère verbale ou volonté réelle d'en découdre. Nous tenterons de comprendre, du moins nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse justement à cette interrogation dans quelques instants, alors que les tensions, elles, montent de plus en plus, et ce depuis la mort de 13 soldats sud-africains appartenant à la mission de maintien de la paix des Nations Unies à l'est de la République démocratique du Congo, mais également au contingent de la SADC déployé de ce côté. L'Afrique du Sud accuse clairement le Rwanda d'être impliqué dans la mort justement de ces 13 soldats. Et de l'autre côté, le président rwandais Paul Kagame a refuté ces accusations. Depuis lors, les tensions montent de plus en plus, ceci dans un contexte marqué justement par cette avancée du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur les ambitions affichées du M23 qui se projette au-delà de Goma, au-delà de la capitale de la région, du moins de la province du Nord Kivu, au-delà de Bukavu, de la province du Sud Kivu, mais estime vouloir désormais marcher vers la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. La confirmation a été faite d'ailleurs à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Goma, 24 heures après le discours à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui de son côté, rappelons-le, a promis une riposte vigoureuse. Jusqu'où iront les principaux belligérants? Doit-on craindre un risque d'embrasement généralisé? Quel avenir justement pour la région des Grands Lacs? Bien, puisque nous avons avec nous ce soir le professeur Pini Sassay. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs un expert de la région des Grands Lacs, puisque vous travaillez actuellement justement vous êtes sur un projet similaire à la thématique que nous mettons justement sur la table. Vous êtes également géopolitologue et vous réagissez depuis Kinshasa. Bonsoir à vous, professeur Pini Sassay. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je suis content d'être là au milieu de vous, parmi vous, pour prendre part à cet échange que j'espère qu'il sera riche pour éclairer vos auditeurs et tous nos amis qui nous suivent en ce moment ici. Merci à vous, professeur Pini Sassay, depuis Kinshasa. À vos côtés ce soir, Sheilou Lawson, depuis Manitoba au Canada. Vous êtes au nord des États-Unis, Sheilou Lawson. Vous êtes analyste politique. Vous êtes par ailleurs le président du mouvement pour un Togo nouveau, leader du projet panafricaniste Pyramide, un habitué de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Sheilou.
Bonsoir mon frère Yamin Guéné, je salue toute votre équipe, les techniciens qui par la magie de l'ubérisation nous permettent également d'être branchés à votre émission. Je salue le professeur Pini, c'est un plaisir pour moi de le retrouver encore sur votre plateau. Je salue le doyen Parfum d'Homme qui pourrait peut-être nous rejoindre et tous les panélistes. Permettez-moi de saluer également tous les panafricains qui ont le cœur endolori, qui partagent la souffrance, n'est-ce pas, de tous les Congolais aujourd'hui. Encore une fois, ces Congolais qui subissent la croix et la bannière, tout simplement à cause de ce complot international, à cause des richesses de leur pays. Eh bien, ces Congolais sont jetés sur la route de l'exil, sont tués, sont massacrés, tout simplement devant le monde entier qui est complice de cette situation de génocide à ciel ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est en deuil de voir ses fils s'entre-déchirer, tout simplement parce que les Occidentaux veulent s'accaparer des richesses de leur sous-sol. C'est pour les panafricains que nous sommes, c'est un jour triste, mais en même temps, un appel à se remobiliser, à chasser dehors tous ces prédateurs violents qui veulent l'Afrique, c'est les Africains. Et nous devons avoir une compréhension de cette affaire et se mobiliser davantage pour protéger notre continent, protéger les Africains et faire en sorte que ces histoires dramatiques ne se répètent plus sur notre continent. Merci, M. Nguéné, pour votre invitation. Et vous avez raison, nous serons rejoints dans quelques instants par Patient Parfum d'Homme. Mais pour l'heure, la crise sécuritaire en République démocratique du Congo a provoqué une escalade verbale entre les présidents rwandais Paul Kagame et sud-africain Cyril Ramaphosa à la suite de l'abord de soldats sud-africains engagés dans la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans un communiqué publié mardi dernier, Paul Kagame a accusé les autorités sud-africaines de distorsion, attaques délibérées et même de mensonges au sujet de leur récent échange sur la situation en RDC. Si les mots peuvent changer autant entre une conversation et une déclaration publique, cela en dit long sur la manière dont les questions importantes sont gérées, a déclaré Paul Kagame, le président rwandais. Il a rejeté ces accusations de Pretoria sur l'implication du Rwanda aux côtés du groupe rebelle M23 et a qualifié la mission de la SADC à République démocratique du Congo de force belligérante, l'accusant de commettre aux côtés des forces armées congolaises et de groupes armés qu'il considère comme une menace pour son pays. Prenons cet élément qui plante le décor. Tout est parti de la mort de 13 soldats sud-africains affectés à des missions de maintien de la paix des Nations Unies et de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo en appui aux troupes de Kinshasa. À Pretoria, l'information a été largement relayée. Ce 30 janvier 2025, certains journaux, à l'instar du quotidien sud-africain Sowetan, allant jusqu'à s'interroger comment nos soldats sont tombés au combat. Les détails donnés en conférence de presse par la ministre de la Défense sud-africaine, Angie Motshega, n'ont fait qu'exacerber les tensions entre Pretoria et Kigali, accusés de soutenir les rebelles du M23 ayant pris le contrôle de la ville de Goma au nord Kivu. Dans sa communication, Pretoria fond à menace, compte tenu de la gravité de la situation avec l'implication avérée du Rwanda dans la mort des soldats sud-africains. Toute attaque de l'armée rwandaise contre le contingent militaire sud-africain dans l'est de la RDC constituerait une déclaration de guerre. Le président les a prévenus, le Rwanda, si vous tirez, nous prendrons cela comme une déclaration de guerre et nous devrons protéger notre peuple. Côté rwandais, ces propos passent mal. Même l'échange téléphonique entre Paul Kagame et Cyril Ramaphosa n'a pas eu l'effet escompté. Aussi, les échanges se sont transformés en menaces réelles d'affrontement, Kigali accusant en retour Pretoria de tordre la réalité sur le conflit. Si l'Afrique du Sud veut contribuer à faire émerger des solutions pacifiques, c'est une très bonne chose. Mais elle n'a aucune légitimité à se placer en pacificatrice ou en médiatrice dans ce conflit. Et si elle va à la confrontation, le Rwanda se tient prêt à faire face à toute éventualité. Les tensions diplomatiques entre le Rwanda et l'Afrique du Sud donnent lieu à un nouveau feuilleton dans un contexte marqué par l'avancée du M23 au nord Kivu. Cette crise entre les deux pays rend davantage complexe l'hypothèse d'un cessez-le-feu et d'une paix durable
à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, professeur Pidi Sassay, vous serez le premier à réagir sur la thématique. Et tout est parti donc de la mort de ces 13 soldats sud-africains de la mission de maintien de la paix de l'ONU, par ailleurs de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe déployée à l'est de la République démocratique du Congo. D'un côté, nous avons la version sud-africaine qui accuse le Rwanda, soutenu justement, ou du moins qui accuse le M23 soutenu par le Rwanda, et de l'autre, nous avons la sortie du président Paul Kagame, qui de son côté refute non seulement ces accusations, mais en retour accuse l'Afrique du Sud de ne pas jouer franc jeu dans la recherche d'une solution définitive à cette crise sécuritaire. Alors, simple, surenchère verbale, ou alors y a-t-il derrière ces menaces interposées une réelle volonté d'en découdre de la part des deux parties? Paul Kagame, hein, parce qu'il veut prendre le devant, accuser l'Afrique du Sud pour isoler toujours davantage le Congo. C'est tout ça. Il ne voudrait pas qu'il y ait qui que ce soit qui vienne à côté des Congolais, aux côtés du Congo, pour défendre son territoire dans le territoire congolais. Étant donné que l'Afrique du Sud se range derrière le Congo pour défendre le territoire congolais, évidemment pour lui, il les cible comme un ennemi. Alors il faudra essayer d'attaquer l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud abandonne le Congo, pour que le Congo soit sa proie. C'est ça sa stratégie en réalité. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau de la part de Paul Kagame. Pour lui, le Congo, c'est son bien. Donc il considère le Congo comme étant son bien, et c'est à lui à décider de ce qui doit se passer au Congo et personne d'autre. Donc comme l'Afrique du Sud trouve-t-il en train de s'approcher du Congo, eh bien c'est un ennemi désigné, donc il faudrait le combattre de cette façon-là. Donc d'où cette fuite en avant. Évidemment, l'autre argument, c'est qu'effectivement Kagame est en train d'être démasqué publiquement, et il voit que l'isolement est en train d'arriver pour lui et pour son régime, et alors il faudrait essayer de déjouer cet isolement en isolant ceux qui pourraient éventuellement l'isoler. Donc c'est cela dont il attaque en premier ceux qui pourraient l'attaquer effectivement, pour se donner comme ça un peu d'air, et surtout avoir auprès de ses alliés, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France maintenant et les autres pays occidentaux là, donc d'essayer de les avoir de son côté pour qu'ils puissent les défendre, parce qu'il est en train de voir qu'il y a un front qui est en train de se constituer contre lui, et alors parfois lui veut former un autre, donc former son propre front contre ce front qui arrive. Donc je crois que pour moi c'est ça. Mais là, quant à savoir qu'est-ce qu'il va faire lui pour Kagame contre l'Afrique du Sud, moi je vois pas ce qu'il va faire. Hein. Ce sont des simples paroles. Qu'est-ce qu'il peut faire lui contre l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que nous savons bien que tout ce qu'il a lui, son armement, même dont il se vante, mais ça vient des pays étrangers. C'est pas lui, il n'y a rien qui est produit chez lui, il n'y a rien qui est fabriqué chez lui, il n'y a même pas une usine de fabrication d'aiguilles au Rwanda. Alors lui, c'est pour moi, ça montre qu'il est un homme un grand dirigeant avec un pays, avec une grande armée, mais c'est une armée qui est subventionnée à 100% par l'étranger, nous le savons. Donc ce n'est pas une armée qui est basée, qui peut compter sur elle-même. Si tous ces pays qui lui donnent l'argent et coupent leur aide, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, tous les pays occidentaux, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, je ne sais quoi encore, l'Israël, si tous lui coupent l'aide qu'ils lui donnent, mais c'est une armée qui ne peut pas tenir, même pas devant qui que ce soit. Mais donc, voilà, moi, je pense que c'est plutôt une façon de se donner un peu d'air, de montrer qu'il est important devant les gens, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut tenir tête devant l'Afrique du Sud quand même. On doit être sérieux. Alors, professeur, mais que pensez-vous
du moins, des reproches faits d'ailleurs par le président Paul Kagame à Cyril Ramaphosa, qui estime qu'en réalité, les soldats sud-africains déployés à l'est de la République démocratique du Congo ne le sont pas pour des raisons sécuritaires, mais pour un agenda autre que l'agenda sécuritaire. Lesquels? Quel agenda? Quel agenda les soldats de l'Afrique du Sud ont-ils dans l'est du Congo? L'agenda, c'est lesquels? Il parle des soldats de l'Afrique du Sud, mais de façon générale, il parle surtout des soldats déployés sous la bannière de la SADC, qui combattent aux côtés des troupes de Kinshasa. C'est attaquer les Rwandais pour gagner quoi? Si on attaque les Rwandais maintenant, ça serait pour gagner quoi? Si la SADC vient pour attaquer les Rwandais, qu'est-ce qu'ils viseraient là-bas? Ça serait pour gagner quoi? Pour gagner des territoires, pour gagner des richesses, pour gagner... Qu'est-ce qu'on peut gagner au Rwanda en réalité? Parce que si le Rwanda attaque le Congo, c'est pour des minéraux, c'est pour les richesses du Congo. Mais maintenant, si la SADC va attaquer le Rwanda, ça serait pour gagner quoi? Si la SADC attaque le Congo, on peut comprendre. Ça serait pour les minéraux, ça serait pour les richesses, ça serait pour les territoires congolais. Mais la SADC va attaquer le Rwanda, qui est un tout petit pays de 30 000 km². Bon, ça serait pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda que l'on peut envier, que la SADC peut envier pour aller attaquer? Donc, c'est tout à fait invraisemblable. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un pays normal qui va aller attaquer le Rwanda, à moins, aujourd'hui, le Congo, oui, doit attaquer le Rwanda pour déloger Paul Kagame. Là, rien que pour ça. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour les richesses du Rwanda. Le Rwanda n'en a pas. Ce n'est pas pour les territoires rwandais, ce n'est pas un grand territoire, c'est 30 000 km². Donc, ce n'est même pas une province du Congo. Donc je ne vois pas ce que l'agenda caché de la SADC ou de l'Afrique du Sud par rapport au Rwanda. Il n'y a pas d'agenda caché. L'unique agenda, c'est de mettre fin à cette agression du Rwanda sur le Congo. Et le Rwanda, nous savons, c'est un poussin qui est porté par les grandes puissances nucléaires occidentales, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et la France. Ce sont ces États nucléaires, vous imaginez, qui veulent s'attaquer au Congo, qui lui n'a rien du tout. Donc, des puissances nucléaires qui s'attaquent au Congo. Au lieu que ces puissances nucléaires puissent vraiment avoir et devaient avoir de la compassion pour le Congo a été de 1890 à 1908 a été au centre des massacres inouïs. Et ils le savent. Ils auraient pu être du côté du Congolais. Maintenant, ils arment Paul Kagame, ils incitent à reprendre la même chose. Paul Kagame reprend les massacres qui ont eu lieu au Congo il y a un siècle. Il les reprend maintenant, poussé par ces puissances nucléaires. Mais ce n'est pas sérieux. Donc nous, le Congolais, nous disons qu'à ces puissances-là, ils doivent arrêter ces jeux-là. Nous ne voulons pas de ces jeux-là. Nous ne sommes pas des objets. Les Congolais ne sont pas des objets. Les Congolais, ce sont des humains. Ils ont le droit de vivre dans leur pays. Pourquoi ne veulent-ils pas que les Congolais vivent sur leur pays? Les Congolais n'envient le pays de personne. Les Congolais vont prendre le pays de qui? Ils sont chez eux. C'est leur pays, c'est le pays de leurs ancêtres. C'est un pays qui est millénaire. Nos ancêtres sont sur ce pays depuis que l'humanité existe. Pourquoi veulent-ils que les Congolais abandonnent leur pays? Pour quelle raison? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'agenda secret, il n'y a pas d'autre agenda, il n'y a aucun agenda qu'aucun pays africain puisse avoir sur le Rwanda. Moi, je voudrais qu'on m'incite un seul pays africain qui va avoir un agenda caché sur le Rwanda. Ça serait pourquoi? Et surtout pas l'Afrique du Sud, quand même. On doit être sérieux. Merci à vous, professeur Pidi Sassay. On rappelle d'ailleurs que le président Paul Kagame qualifie la mission de la SADC comme étant une force belligérante qu'il considère clairement comme étant une menace pour Kigali. Chez Lawson, il a par ailleurs soutenu le président Paul Kagame que ce n'est pas le M23, mais plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo qui avaient tué
les soldats sud-africains déployés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame conclut en lançant un avertissement à l'Afrique du Sud. Il dit ceci, l'Afrique du Sud n'est pas en position de jouer un rôle de médiateur ou de pacificateur. Et est d'ailleurs mis, ou du moins, et a mis en garde contre toute confrontation. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera cette question dans ce contexte. À tout moment, renchérit le président Paul Kagame. Alors, est-il dans une démarche qui vise à isoler diplomatiquement la République démocratique du Congo, le président Paul Kagame, ou alors pensez-vous réellement que derrière cette surenchère verbale se cache une réelle volonté d'en découdre entre les deux pays, ou du moins des deux dirigeants? Non, je ne pense pas qu'il y a une vraie volonté d'en découdre. On est dans la surenchère, on est dans la communication politique, on est dans l'escalage verbal qui cache vraiment la réalité. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que sur cette question, il faut convoquer des grilles de lecture pour ne pas se laisser fourvoyer, n'est-ce pas, par des faux fuyants, parce que vous savez, en temps de guerre, l'information est stratégique. La stratégie, ce n'est pas seulement de l'information, mais ce n'est pas seulement opérationnel, mais aussi c'est informationnel. On rentre dans la propagande, dans le mensonge politique pour broyer les pistes. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement, il faut convoquer les éléments apolomologiques de cette crise et comprendre sa direction, les vrais tenants et aboutissants. Je pense que la mémoire est très importante dans la compréhension de ce qui se passe. Il faut retourner, n'est-ce pas, au 15 novembre 1884, c'est-à-dire le début de la conférence qu'on a appelée la conférence de Berlin. 15 novembre 1884 au 26 février 1885, où les Occidentaux, ils étaient 14, parmi lesquels ceux qui sont encore aujourd'hui en train d'armer le Rwanda, pour dépecer, n'est-ce pas, saucissonner, balkaniser, diviser, émietter, éclater l'Afrique en fonction de leurs intérêts. Et vous avez pu remarquer qu'au cœur, n'est-ce pas, de ce partage, il y avait un gros morceau, le Congo. Et c'était une propriété privée du roi belge. Et c'est ce qui a amené à la loi du Congo. Alors l'article 11 et 10 de cette loi dit essentiellement que nous, Occidentaux, nous n'allons pas nous battre sur le continent africain en ce qui concerne justement ces intérêts-là. Nous allons nous entendre pour pouvoir les diviser. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, vous voyez encore que c'est le même modèle qui se déroule encore devant nos yeux. C'est-à-dire que ces Occidentaux se mettent encore ensemble. L'Union européenne vient de signer il y a à peine quelques mois un accord privilégié avec le Rwanda. Pourquoi? Justement pour que le Rwanda puisse lui servir, n'est-ce pas, de piédestal pour s'accaparer des richesses du Congo. 2 mois plus tard, on voit le M23 qui attaque et qui veut aller contrôler quelle région? La région du Kivu. Pourquoi? Justement parce que cette région dispose de 60% des minerais riches de coltan. Vous savez que le coltan est très stratégique. C'est un minerai rare qui rend justement dans la fabrication, n'est-ce pas, des smartphones, de l'économie décarbonée, de l'aéronautique, de la défense. Donc, c'est très stratégique pour les Européens et les Américains. Et donc, il faut y mettre la main là-dessus d'une certaine façon, mais de façon violente, de façon à ce que, on puisse disposer de ces ressources gratuitement. Et donc, c'est le capitalisme sans foi ni loi qui est convoqué, c'est-à-dire s'accaparer des richesses, produire des produits. Ces produits-là sont stratégiques pour
la domination industrielle de l'Occident pour son enrichissement, mais on veut se l'accaparer gratuitement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe par ce qu'on appelle l'économie du chaos. L'économie du chaos, donc la vie des Congolais n'est pas importante. On peut les jeter sur les routes de l'exil, on peut les violer, on peut les sacrifier, on peut les tuer. Et donc, l'essentiel, c'est pour s'accaparer de cette richesse. Et les chiffres sont là. Depuis, est-ce que vous savez que le mouvement M23, qui est un mouvement terroriste, qui est un mouvement de brigands, qui est un proxy pour le Rwanda, eh bien, fait passer depuis la région de Rubuyo à plus de 150 tonnes de coltan par mois. Et le Rwanda, qui n'a pas un seul minerai dans son sous-sol, devient producteur de coltan et de cobalt. Et sa production, on a constaté une hausse de 50% par rapport à l'année passée seulement. Donc ces éléments nous amènent à comprendre que dans cette crise-là, il faut chercher justement les vrais enjeux qui est ces richesses, le capitalisme européen qui n'a pas changé de méthode, de stratégie. Et dans cette méthode, dans cette stratégie, eh bien, il faut qu'on trouve un proxy. Et ce proxy est le Rwanda. Et donc, le président rwandais joue le rôle, quelque part, du négrier, n'est-ce pas, de ce négrier, de cet Africain qui sert à pouvoir permettre aux Européens de s'attaquer, d'abord de s'accaparer des richesses du continent, mais également de tuer des Africains pour pouvoir servir les intérêts de l'Occident. Et donc, ce maître négrier oublie l'histoire, c'est-à-dire l'histoire dans sa forme d'impérialisme, de sa forme néocolonialiste, dans sa forme de violence, mais oublie aussi l'histoire récente, c'est-à-dire que lui-même, il est arrivé au pouvoir comment? Et il sait que c'est une région qui est une région, non seulement du point de vue richesse, c'est un cataclysme, c'est un scandale géologique, mais du point de vue également de polymologique, c'est un volcan. Et les guerres ont toujours impliqué un certain nombre les guerres du Congo sont des guerres régionales. Et donc, ce que Kagame est en train de faire, c'est qu'il oublie très rapidement l'histoire. Et donc, les militaires sud-africains qui ont été tués vont forcément amener l'Afrique du Sud à entrer en guerre. Et quand l'Afrique du Sud va entrer en guerre, on l'a vu par le passé avec la chute de Mobutu, il y a plusieurs pays qui sont entrés en guerre. Il y a plus de 5 ou 6 pays, je pense qu'ils sont allés jusqu'à 10, qui sont entrés, n'est-ce pas, en guerre dans cette région-là. Donc, le Rwanda finira par faire les frais de sa stratégie. C'est une stratégie peut-être qui a marché il y a quelques années, mais Kagame oublie qu'il vieillit et qu'après 30 ans au pouvoir, quelque part, sa stratégie va se retourner contre lui puisque le Rwanda aussi n'est pas invincible du point de vue militaire. Donc, de ce point de vue, il me semble qu'il doit plutôt chercher à pacifier la région, encore que les Occidentaux, quand ils vous utilisent, à un moment donné, ils se débarrassent de vous s'ils trouvent quelqu'un mieux que vous pour continuer leur stratégie. Donc, ce n'est pas Kagame qui importe à leurs yeux, mais c'est plutôt ces ressources-là. Donc, si on doit donner des conseils à M. Kagame, il doit pouvoir tenir compte de l'histoire, il doit tenir compte également du fait qu'il vieillit et que le Rwanda n'a pas d'avenir dans cette stratégie, n'est-ce pas, de servir de proxy, d'agression, même si l'Union européenne signe des accords avec eux, même si les Occidentaux lui assurent une forme de protection, eh bien, les effets de sa stratégie vont finalement se retourner contre lui. De toute façon, puisque le Congo, c'est un pays millénaire qui a toujours... Pour sortir, M. Ché. En tout cas, qui a toujours dépassé des situations très, très compliquées comme ça. Il a eu à vaincre comment on appelle, des prédateurs occidentaux, que ce soit les Belges, que ce soit les Français, que ce soit les Américains. Et donc, de ce point de vue, il me semble que le président
rwandais doit revenir à la raison, cesser cette agression inutile qui tue des Africains pour le bien des Occidentaux. Alors, l'option d'une Afrique du Sud qui entrerait en guerre et qui assumerait donc pleinement ce statut de co-belligérant, peut-elle être envisagée, cette option-là, patient parfait, au regard justement de l'escalade verbale à laquelle nous assistons depuis plusieurs jours, entre d'un côté le Rwanda qui refute les accusations portées par Pretoria à la suite de la mort de 13 soldats sud-africains de la MONUSCO? Non, mais je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux et que, bon, qu'on arrête un peu de faire enfler cette surenchère verbale de la part de ces différentes diplomaties, dont celle sud-africaine qui a voulu quand même signifier d'abord pour son opinion en interne, mais aussi pour ceux qui sont les belligérants qui sont sur le sol congolais de faire attention pour ne pas transformer ces forces qui sont présentes sur le sol congolais en espèce de souffre-douleur des différents protagonistes qui ont mal à partir avec les réalités du terrain, et surtout rassurer le peuple sud-africain qui ne jetterait pas son armée en pâture sans pouvoir y agir sur le plan diplomatique si les événements que nous constatons tournent au vinaigre, mais surtout en la défaveur de la mission pour laquelle ils ont été assignés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, il faut quand même faire attention. Nous sommes dans une région qui est une véritable poudrière. Et il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, parce que si on pousse le bouchon trop loin, ça peut aboutir à une déflagration qui sera très, très, très dommageable pour toute l'Afrique. Et donc personne ne peut mesurer aujourd'hui les conséquences. Mais est-ce qu'ils sont conscients, les dirigeants eux-mêmes qui se livrent à ça, des enjeux ou du moins des conséquences de ce contexte sécuritaire fragile aujourd'hui? Parce qu'elle n'y est pas allée de main molle, patient parfendum, la ministre sud-africaine de la Défense. Le président les a prévenus, si vous tirez, nous prendrons cela comme une déclaration de guerre et nous devrons protéger notre peuple. De l'autre côté, Paul Kagame qui dit, si l'Afrique du Sud considère cela comme étant une déclaration de guerre, côté rwandais, on prendra également des dispositions pour répondre à cette déclaration de guerre, patient parfait. Est-ce que c'est la posture de deux dirigeants qui sont conscients aujourd'hui des conséquences qu'une guerre généralisée pourrait entraîner? Oui, ils sont... Parce que ce n'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau les confrontations entre les pays sur le sol congolais. Tout à l'heure, chez Ole Lomson, bien qu'il parle d'un Congo millénaire, non, le Congo n'est pas millénaire. Le Congo actuel, la République démocratique du Congo, date de 1884-1885. Bon, mais l'Empire du Congo, la réalité des peuples au Congo, qui ne respectent pas les contours des frontières actuelles, lui, il est millénaire. Et là-dedans, on peut avoir des implications, des mélanges bizarres qui ne correspondent plus du tout à ce que nous avons aujourd'hui comme État. Voilà, donc il faut recadrer cette affaire-là. Donc, mais je dis que avec l'initiative, l'action qui a mené Kabila au pouvoir et les conséquences après quand Kabila perd s'est brouillé avec ses amis rwandais, on a vu le Congo se transformer en un champ de bataille de différents pays africains qui sont affrontés. D'un côté, on avait l'Ouganda, on avait le Rwanda, et un peu même la Tanzanie. Et de l'autre côté, les gens qui sont venus au secours de Kabila père, on avait le Zimbabwe, on avait l'Angola, on avait le Tchad. Attention, il y avait les troupes tchadiennes au niveau du Congo. Heureusement que cette confrontation n'est pas allée très très loin parce que les troupes angolaises ont été décisives pour repousser les troupes rwandaises au niveau de leurs frontières. Mais cela a eu pour conséquence le fait que ça a déstructuré complètement l'espace de cet intérieur du Congo. Ça a essaimé les armes pour créer des milliers de groupes rebelles un peu partout. On parle de M23, il n'y a pas que le M23, j'aime insister là-dessus. Il y a beaucoup de groupes rebelles aujourd'hui au Congo. On parle de l'exploitation mercantile et abusive des richesses congolaises. Il n'y a pas que le M23, il y a beaucoup de groupes qui le font. Il y a même certains élites du gouvernement congolais qui sont aussi imbriqués dans ces mafias-là. L'affaire Dan Gettler est encore fraîche dans nos mémoires pour dire quand même que c'est à ce niveau que ce problème est très grave. Donc moi je crois qu'on n'a pas mille solutions. Il faut aller à la table de discussion, il faudra négocier, il faudra discuter avec tout le monde pour ramener la paix au Congo. Mais surtout, il faut faire attention.
attention. Parce que cette guerre du Congo nous amène quand même à aller creuser encore un peu plus loin. Parce que on entend les gens dire, par exemple, j'ai entendu mon ami chez Loulonson dire que le Rwanda n'a aucun minerai, c'est faux. On a découvert d'énormes gisements de lithium au niveau du Rwanda tout dernièrement. Il peut consulter, n'est-ce pas, comme c'est un rat d'Internet, il verra bien que cette information que je donne n'est pas du tout une information olé. Bon, premièrement. Deuxièmement, nous avons un problème. Nous disons que nous sommes riches. J'aime dire que nous sommes comme les gamins qu'on épouse, qui sont bourreaux de diamants, mais qui sont affamés. Mais seulement, il y a le problème qui se pose, c'est que nous sommes incapables de transformer nos richesses nous-mêmes. Nous ne choisissons pas les partenaires qu'il faut pour pouvoir les transformer. Je rappelle que sous Kabila, il y a quand même eu des accords avec les Chinois pour, par exemple, fournir au Congo de l'énergie électrique à bon prix. Oui. Le président Tshisekedi est venu remettre en cause un certain nombre de ces accords. Sur le président Tshisekedi, il y a presque des accords militaires entre le Congo et la Russie. La ministre congolaise des Affaires étrangères s'est rendue à Moscou après que signé des accords avec le Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Sans suite, il y a eu un accord sur la fourniture des armes entre le Congo et la Chine. Et cet accord, elle aussi, n'a jamais pu prospérer. Le point faible, le tendon d'Achille et du Congo et de l'ensemble des pays africains, c'est la question de nos matières premières. Un, nous avons des matières premières, certes. Deux, nous sommes incapables de transformer ces matières premières. Je parle par exemple du lithium. Le lithium, j'ai dit, il y en a partout. Il y en a plein au Congo, il y en a même dans les pays voisins, il y en a même au Cameroun. Le truc, c'est que quand on veut commencer à exporter ce lithium, il y en a comme il y en a au Mali, on l'exporte de manière brute, on le transforme par un carbonate de lithium dans un produit semi-fini pour dégager une plus-value assez importante, nous permettre à nos économies de pouvoir se développer. Pire encore, l'un des principaux acheteurs de lithium dans le monde aujourd'hui, c'est qui? C'est la Chine. Or, la Chine elle-même a du lithium. Et le lithium, les trois grands producteurs de lithium, c'est la Chine, c'est l'Argentine et c'est le Chili. Voilà les trois grands producteurs de lithium au monde. Mais le lithium chinois, il ne le vend pas, il le transforme en carbonate de lithium pour avoir des batteries au lithium. Sauf que qui fabrique les voitures au lithium? C'est la Chine. Donc une fois de plus, la Chine joue avec les marchés du lithium pour de temps en temps faire chuter le prix du lithium, d'autant plus que le principal acheteur c'est lui. Donc si même l'Afrique commence à produire du lithium alors qu'il n'y a pas une industrie automobile qui lui permet de créer de nouvelles voitures justement avec des batteries au lithium dans le cadre d'une économie décarbonée, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve encore prisonnier de tout cela. C'est pour ça que je vous dis, il faut discuter. Nous avons des richesses, il faut qu'il y ait des palabres à l'africaine. Il faut qu'il y ait une anticipation sur les pôles de développement de demain, de telle manière que, nous puissions trouver des moyens pour avoir des alliés qu'il faut, pour pouvoir nous protéger de tout ce que nous avons. Deuxièmement, il faut que nous ayons des économies et des projections de futur très imbriquées par rapport à nos peuples, par rapport à nos visions, par rapport à nos économies, par rapport même à nos modes de financement. Et puis, il faut qu'on fasse des pôles industriels assez puissants sur le continent africain, créer un véritable marché africain, relever le niveau de vie des Africains pour que, au-delà de vendre de manière brute ce que nous avons dans notre sous-sol, nous soyons capables de le transformer localement, construire et des automobiles et des avions, tout ce que vous voulez, et même des smartphones, tout ce que vous voulez localement avec des marques africaines, sachant que si le monde entier refuse de l'acheter parce que la concurrence est rude, au moins le marché local sera capable d'absorber, n'est-ce pas, l'essentiel de ce que nous aurons produit. Et à partir de ce moment-là, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui comme misère, comme pauvreté, comme tension entre les États, va faire chute comme une espèce de baudruche et permettre justement que tout cela soit évacué. Mais si nous continuons de dire oh, nous sommes les Congolais, et ceci nous appartient, surtout qu'on continue de renforcer le legs colonial ici de la fameuse conférence de Berlin, et nous disons, on nous en veut pour nos richesses, les richesses dont vous êtes incapables de transformer vous-même localement parce que vous n'avez ni les moyens, ni le know-how nécessaire. On a passé le temps à être dans les églises, à prier matin, midi, soir, à danser le ndombolo. Il n'y a pas une véritable projection sur le plan des acquisitions de connaissances pour domestiquer la science, la technique et la
technologie, on ne vulgarise pas, n'est-ce pas, ces outils-là qui sont capables de transformer nos richesses et notre continent en véritable pôle, n'est-ce pas, de développement et de puissance et de force pour le futur. Je crois que on va continuer à être manipulés, comme nous voyons là un peu partout. De temps en temps, on aura un bouc émissaire, on va dire Kagame, Kagame, Kagame. Le jour où Kagame dégage, il y a quelqu'un d'autre qui surgit, on lui tape dessus. Entre-temps, l'Afrique regarde les autres avancer. Il ne se met pas en position de pivot sur le plan géopolitique mondial et continue d'être à la périphérie du jeu. Et ça, je crois qu'on commence de plus en plus à toucher le fond du problème. Cette affaire congolaise tombe même très bien pour permettre aux Africains de resetter un peu leur manière de réfléchir, leur manière de penser, n'est-ce pas, pour nous attaquer au véritable problème dont l'Afrique a aujourd'hui comme principale difficulté. Il faut absolument avoir des entités robustes. Il faut avoir absolument à la tête de nos États de véritables patriotes intelligents avec un leadership assumé. Il faut absolument faire de l'Afrique un pôle de connaissances, de développement, d'acquisition, des connaissances scientifiques, techniques et technologiques majeures pour être à l'abri des fluctuations de ce qui se passe sur le plan international, surtout que on n'est pas sûr que les autres auront forcément besoin de consommer ce que nous allons produire. Vous avez vu, je sors par là récemment encore, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est les Américains avec le GTP qui avait le vent en poupe, tout le monde allait là-bas, etc., etc. Il a suffi tout simplement que l'intelligence, n'est-ce pas, des ingénieurs chinois, alors j'ai souvent le classement des ingénieurs que je vous ai donné ici, et on ne voit pas très bien le nombre d'ingénieurs que produisent les Africains dans ce sens-là, produisent les Chinois, autant pour moi, le DeepSeek, en une seule journée. On a vu l'emballement qu'il y a au niveau des bourses internationales, et le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde tremble comme ça. C'est là la puissance. C'est ce que nos cerveaux sont capables de produire. Mais pour le faire, il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on ait de l'ambition pour notre propre peuple. On peut tout reprocher à Kagame, on peut tout lui dire, mais au moins, à un niveau nano, il nous montre ce que c'est la capacité de construire une volonté de puissance. Si nous ne nous arrivons pas, si nous ne nous lançons pas dans cette réalité-là, on aurait les Kaluna le Kuluna à Kinshasa qu'on va continuer à exécuter parce qu'en réalité, nos États auront échoué, comme c'est le cas un peu partout, parce qu'au lieu de compter sur nos propres forces, au lieu d'être solidaires, au lieu d'être des gens qui se projettent de manière solidaire et imbriqués en sachant que tout le reste du monde, je dis bien tout le reste du monde, des peuples du monde, ne voudront pas d'une Afrique émergente, parce que ça va faire imploser complètement, n'est-ce pas, les équilibres mondiaux, et ça, personne n'en veut, je dis bien personne n'en veut. Donc, au lieu de continuer à trouver des boucs commissaires passagers, comme si en rayant le Rwanda et Kagame de la carte, le Congo se porterait mieux, je dis que non. Peut-être pas des boucs émissaires, mais on met également au devant de la scène la responsabilité du Rwanda, patient parfum. Il est minime, cette responsabilité est minime. Oui. Ce n'est pas mais elle est bel et bien réelle, qu'elle soit minime ou pas. Non, elle est minime. Ce n'est pas le Rwanda qui empêche au Congo de se développer. Je vous dis qu'il y a des régions du Congo qui sont 1 milliard de fois plus riches que ce qu'on trouve au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Arrêtez les 3 principales richesses dont regorge cette partie. C'est quoi? C'est l'or, c'est l'étain, c'est l'or, l'étain, le colbad et comment tu appelles ça? Et le coltan aujourd'hui, mais dans cette affaire de coltan, on voit bien que même la Chine possède des terres rares qui peuvent être des substituts, n'est-ce pas, à ce truc-là. Pourquoi il y a la guerre en Nouvelle-Calédonie? C'est la question du nickel. Et on sait bien que le nickel peut remplacer dans certaines mesures avec des alliages le cobalt. Donc c'est la science. Donc on devait travailler à se poser... On doit travailler, nos États doivent arrêter avec des dirigeants qui vont à Paris, à Londres, ils se baladent, ils signent des accords qu'ils ne respectent pas, ils sont incapables de construire les véritables États, ils s'occupent beaucoup plus de ce qui vont devenir leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs femmes, etc. Alors que le monde, lui, il est d'une violence incroyable. Chez Loulonson, j'ai dit ça souvent en rigolant, il est à Manitoba, c'est ça, au Canada, il risque d'être citoyen américain bientôt, si M. Trump met ses menaces à exécution. Voilà le monde violent dans lequel nous nous trouvons, et ce monde-là ne peut pas continuer de perdre de temps, de s'encoquiner avec des histoires comme ce qui se passe, tout simplement parce que les leaderships n'ont pas su anticiper, n'est-ce pas, avoir des think tanks solides qui sont capables d'anticiper sur ce qui risque de nous arriver, parce qu'une fois de plus, on ne comprend pas. Yaradoua, pour sortir, doyen, une seconde. Le président Yaradoua,
que c'est son nom. Quand il a pris le pouvoir à Abuja, au Nigeria, il a fait sa première visite, c'était au Cameroun. Il est venu voir son homologue camerounais et dit que bon, on a un conflit là, une divergence avec la question de Bakassi. Mais c'est rien. Je propose que sur les près de 2000 km de frontières que nous avons, que nous puissions installer des zones franches industrielles un peu partout, des pôles, des technopoles, tout le long de nos frontières, pour faire du Cameroun et du Nigeria un pôle, n'est-ce pas, de compétences assez solide pour bouleverser les équilibres au niveau de l'Afrique tout court. Malheureusement, nous sommes obligés de le dire, du côté de Cameroun, la réception n'a pas été à la hauteur des attentes du pauvre président qui n'a pas mis long au pouvoir. Il est parti. Voilà les leçons que nous devons tirer de nos atermoiements, de nos hésitations, mais surtout de notre incapacité à lire le futur. Voilà. Surenchère verbale entre Paul Kagame et Cyril Ramaphosa en interne. On rappelle que la situation reste confuse à Goma, et ce alors que le M23, ou du moins l'Alliance Fleuve Congo, tenait d'ailleurs une conférence de presse ce 30 janvier 2025, 24 heures après l'adresse à la nation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, on s'en tient aux propos tenus par Corneille Nangaa. Le M23, après Goma, poursuivra sa marche de libération, et ce jusqu'à la capitale Kinshasa. Écoutons Corneille Nangaa. Chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome, please. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo. Je pense que nous aurons le bon élément dans quelques instants seulement, mais on revenait justement sur ces ambitions affichées par Corneille Nangaa. Il dit mener une marche de libération, et ce jusqu'à la capitale Kinshasa, contre justement ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance, dans un contexte de tension permanente. Jusqu'où iront justement ses principaux belligérants? Faut-il craindre un risque d'escalade régionale incontrôlée? Alors, professeur Pini Sassa, vous êtes à Kinshasa. Comment faut-il accueillir justement les propos, ou du moins quelle crédibilité faut-il donner à cette démarche de l'Alliance Fleuve Congo, ce mouvement conduit justement par Corneille Nangaa? On rappelle d'ailleurs qu'il a occupé un poste stratégique au sein même de l'appareil étatique de la République démocratique du Congo. Il était en charge de l'organe de gestion des élections. Aujourd'hui, il est à la tête d'un mouvement qui dit vouloir aller conquérir le pouvoir à Kinshasa. Quelle crédibilité faut-il donner à cette démarche qualifiée de marche de libération? Est-ce qu'il est avec nous, le professeur Pini Sassaï? Apprenons tout d'abord peut-être l'extrait justement de Corneille Nangaa, et nous aurons l'occasion de retrouver le professeur Pini Sassaï. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une république démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance.
aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Alors, professeur Pini Sassay, nous avons écouté un extrait de Corneille Nangal, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, qui dit vouloir mener cette marche de libération jusqu'à Kinshasa, la capitale. Où vous vous trouvez à l'instant, professeur? Après Goma, ça sera Kinshasa, selon ses propos. Quelle crédibilité faut-il donner à cette démarche aujourd'hui? Je vais répondre à la question. Permettez que je revienne un petit moment sur ce que venait de dire notre ami Parfendom, parce oui. que allez-y, professeur. Souvent, si vous permettez, sur cela, sur la condamnation des Congolais qui seraient des danseurs, qui seraient ceci, cela, qui donc ne parviennent pas, comme beaucoup d'Africains aussi disent ça, que les Congolais ne parviennent pas à s'occuper de leur pays. C'est pour cela qu'il y a tellement de problèmes. Je partage ce qu'il dit par rapport à l'Afrique. L'Afrique n'est pas industrialisée, qu'elle devrait l'être, effectivement. Mais quant à savoir maintenant pourquoi cette situation de l'Afrique en général et du Congo en particulier, pour répondre à cela, moi je dis, si la Chine, que tout le monde admire aujourd'hui, avait été à la place de l'Afrique, où les Chinois avaient été à la place des Africains au XVe siècle, quand les Européens, les terroristes européens ont commencé à envahir l'Afrique, ils auraient subi les mêmes sorts que les Africains, qu'on se le dise. Donc ce n'est pas parce que les Chinois seraient je ne sais pas moi quoi, plus humains que les Africains, ce n'est pas cela. Là, il y avait une machine à tuer, et la machine à tuer, elle ne fait aucune distinction. C'est ainsi que tous les royaumes africains ont été broyés un à un, mais après des tas de siècles. Donc, deuxièmement, je voudrais dire par rapport au Congo millénaire, parce qu'il a réfuté cela, il dit que le Congo date de 1885. Or, nous savons qu'en 1885, l'un des points principaux, c'était justement le Congo. Mais si le Congo n'existait pas, alors comment pouvait-il, à ce moment-là, se réunir pour parler encore du Congo? Je veux dire que le Congo existait. Et toute la littérature, même que la littérature européenne, du 15e au 19e siècle, parle tout le temps du Congo, avant la conférence de Berlin. Donc on ne peut pas dire que le Congo n'existait pas, le Congo a toujours existé. Hein. Je crois nous devons apprendre notre histoire pour ne pas répéter ce que les gens veulent que nous puissions dire de nous, que nous puissions plutôt nous-mêmes dire ce que nous voulons de nous-mêmes. Donc, moi je soutiens que les Congolais, ils peuvent danser, ce sont des hommes comme tous les autres. Pourquoi on doit leur empêcher de danser? Pourquoi tout le monde entier peut danser sauf le Congolais? C'est quand même pas au Congo qu'on trouve tous les grands temples de musique. Si vous pouvez parcourir tout le Congo, vous ne trouverez pas les grands temples de musique. On les trouve en France, on les trouve en Angleterre, aux États-Unis, ce n'est pas au Congo. Or, là-bas, ce sont des milliers de personnes qui prennent d'assaut de ces temples de musique pour aller danser. Pourquoi on refuse ça au Congo? Quand les Congolais dansent, tout le monde dombolo, mais dombolo peut danser. Les Congolais ils ont le droit de danser comme tout le monde. Donc moi, je ne partage pas cette mise en accusation permanente des Congolais que l'on fait à longueur de journée parce que ça ne marche pas au Congo, mais ça ne marche pas au Congo. Moi, je voudrais comprendre quelques autres peuples africains qu'on vient de mettre au Congo et avec les situations actuelles et qu'ils puissent simplement s'en sortir haut la main en claquant les doigts. Les Congolais se battent. Je vous assure, moi, j'ai vu ici, les Congolais se battent au quotidien pour survivre. Si les Congolais n'étaient pas résilients, si les Congolais n'étaient pas des gens qui se battaient, il n'y aurait pas de Congo, il n'y aurait plus de Congo depuis longtemps.
Mais les Congolais se battent, mes chers amis, et qu'on les respecte. Moi, je voudrais qu'on respecte les Congolais. Qu'on ne puisse pas prendre cet argument occidental qui veut montrer le Congolais comme étant des rien du tout, des gens qui ne connaissent rien de rien, donc qui ne méritent pas leur pays. C'est un pays qui doit être pris par les autres, et donc par Paul Kagame, parce que Paul Kagame, soi-disant, serait celui qui organise mieux son pays. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pays-là, le Rwanda, que Paul Kagame a fait? Moi, je te demandé qu'on nous donne les noms des ingénieurs rwandais qui aujourd'hui font des miracles au Rwanda. Il faut qu'il y ait des noms quand même. Il faut qu'il y ait des noms. Où sont-ils? Quelles sont les usines de transformation qui ont été montées au Rwanda? Donc, je crois que nous devons être sérieux par rapport à nous-mêmes et ne pas dire tout ce que nous voulons parce qu'on veut encenser un monsieur qui s'appelle Paul Kagame. On peut l'encenser si on le veut, mais pas sur le dos des Congolais. Moi, ça je n'accepte pas du tout. Maintenant, quant à votre fameux monsieur là que vous venez de montrer, le fameux coordinateur de je ne sais quoi, évidemment, c'est très bien de s'amuser parce qu'il a été là-bas à la tête de la CENI, il a pris l'argent des Congolais, il s'est amusé avec. Il a fait tout ce qu'il a voulu. Maintenant, il peut se pavonner à travers le monde, il a soutenu l'argent, et lesquels Congolais puissent mourir. Ce n'est pas grave, parce que lui, il va marcher sur le Congo, et juste à Kinshasa, évidemment, il va marcher sur des morts. Donc, c'est ça qu'il veut. Il veut tuer les Congolais. C'est ça qu'il appelle, lui, la libération du Congo. En marchant sur un pays, un pays des gens qui sont là chez eux dans leur ville. Maintenant, depuis hier, il y a 400 000 personnes qui sont en train d'errer là-bas à l'entour de Goma. C'est ça la libération. Des gens qui étaient chez eux. Maintenant, vous les mettez, vous en faites de parias, doivent se promener, doivent aller partout avec je ne sais quoi, sans rien, sans manger, sans se laver, sans rien. Maintenant, c'est ça qu'on appelle la libération et nous devons accepter que lui va marcher sur Kinshasa pour libérer les Congolais. Mais qu'ils viennent, les Congolais l'attendent. Les Congolais l'attendent, qu'ils viennent à Kinshasa, qu'ils viennent libérer les Congolais. Nous l'attendons. Je crois qu'on doit être sérieux. Voilà. Vous rebondissez, patient parfaitement avant de retrouver chez Loulosson. Oui, j'insiste là-dessus parce que quand même je suis face à un Congolais, le professeur Philippe Sassay, qui vit dans sa chair et dans son cœur le drame de son pays. Mais je pense quand même que, et c'est souvent ça qui est regrettable pour la plupart de nos compatriotes africains. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Congo, j'ai parlé de Congo ici, de la conférence de Berlin. Et j'ai dit que ce Congo-là, issu de la conférence de Berlin, n'est pas millénaire. Mais par contre, le Congo, l'Empire du Congo, qu'on connaît tous, qu'on a tous étudié, lui, oui, on peut dire qu'il est plus que millénaire. Je rappelle au professeur Philippe Sassay que la question des religions que j'ai évoquée ne s'adressait pas uniquement au Congo, mais à toute l'Afrique, d'autant plus que j'ai montré que c'est l'un des points faibles, n'est-ce pas, de notre continent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la musique, on est dans le football, on est dans le sport en général. Je vois nos jeunes, on est dans les gens qui prient à ne plus en finir. Je ne vois pas la même culture ni en Russie, ni au Vietnam, ni en Corée du Nord. Ces gens-là que nous admirons, mais c'est eux qui aujourd'hui sont capables de protéger leur espace. Nos territoires, j'en viens, le Cameroun, mon pays. Prenons le Cameroun allemand. Si on prend le Cameroun allemand, et le Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Je rappelle qu'un ancien chef d'État nigérian, Sani Abacha, en l'occurrence, sous son acte de naissance, c'était né au Cameroun. Attention, nationalité camerounaise. Mais après, tout ça a été rapetit et ça a donné le Cameroun que nous avons. Nous avons une partie du Tchad qui était camerounais, une partie de la République centrafricaine qui était camerounais, etc., etc. Donc, il ne faut pas qu'on soit figé, n'est-ce pas, sur les coloniales quand on parle de ces choses. Et puis, vraiment, je demande honnêtement au professeur Philippe Sassay de réécouter ma première prise de parole dans ce sens-là. Je crois qu'il aura, et comprendra très bien qu'il est allé complètement à côté de la plaque par rapport à ce que j'ai dit. Donc, j'insiste là-dessus, professeur. J'insiste là-dessus. Il faut que nous arrêtons de penser qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra nous sauver les Africains. Il faut que les Africains, surtout en temps de crise, nous serons capables de réévaluer
la situation actuelle et de nous reprojeter dans l'avenir parce que c'est très très important. Si nous ne le faisons pas, nous allons retomber dans les mêmes histoires. Au Congo, le Congo est un exemple patent de cette affaire-là, de cet éternel recommencement. Depuis la chute de Lumumba, les maquis moulélistes, où je peux même dire, je le dis, sous son contrôle, à cette époque, les Tutsis, ce sont les Tutsis qui avaient été instrumentalisés pour combattre les moulélistes à l'époque, qui étaient en réalité des partenaires de Lumumba. L'avancée de Kabila pour prendre le pouvoir, on a vu comment ça s'est passé. Après la brouille entre Kabila et les Rwandais, on a vu comment ça s'est passé. Maintenant, les Congolais eux-mêmes, on voit ce qui se passe. Je crois que ça ne peut pas être un éternel recommencement et ne donnons plus non plus l'impression que et les Congolais et les Africains, en règle générale, vivent mieux dans le contexte où nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes à la périphérie du monde. Il faut absolument travailler pour sortir de cette périphérie du monde-là et pour placer l'Afrique avec d'immenses richesses, à la fois naturelles et humaines que nous avons, pour que justement nous ne continuons pas de subir ce que nous subissons. Cette honte mondiale, cette honte incroyable de donner dans le Congo, encore une fois de plus l'exemple, être aussi puissant, aussi fort, aussi riche et ne pas être à l'abri, n'est-ce pas, des Golubets, d'un petit Rwanda, j'allais dire, d'une petite communauté internationale, de l'Europe, cette petite Europe, une fois de plus qui nous manipule, ça pose un véritable problème de leadership, ça pose un véritable problème de la capacité des Africains eux-mêmes de comprendre, de se réapproprier de l'histoire et comprendre les enjeux sur le plan international. Si on ne le fait pas, je suis désolé, on va effacer le Rwanda demain, on va écraser tout ça, mais nous allons recommencer avec les mêmes errements et qui ne vont pas, n'est-ce pas, protéger l'Afrique et nous donner un peu de dignité. Alors, affichons les codes d'accès. Nous irons au standard juste après l'intervention de Chehelou Lawson, qui ne s'est toujours pas prononcé sur les ambitions affichées par Corneille Nangaa, le coordinateur du mouvement Fleuve Congo, qui envisage de marcher sur Kinshasa dans ce qu'il qualifie de marche de libération. De l'autre côté, nous avons la riposte promise par le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a qualifié sa riposte de vigoureuse. Alors, à quoi pouvons-nous réellement nous attendre? Au bis repetita. On connaît le film. Et on connaît les scénaristes, les acteurs, on connaît aussi ce mélodrame, on connaît également les conséquences. Eh bien, c'est des millions de Congolais qui seront encore tués. Il faut quand même dire que cette guerre à l'est du Congo a fait plus de 6 millions de victimes. Beaucoup de femmes violées, des enfants tués, des Congolais qui sont jetés sur les chemins de l'exil, un peu partout dans le monde. C'est un drame humain, un drame africain. Et pourquoi? Tout simplement, on revient à la source. C'est ces richesses, c'est ces minerais stratégiques pour la domination occidentale. Et pour cela, on a mis en place un système de prédation, de violence. Et ce système met en scène je dirais, des zinzins qui n'ont pas d'intelligence que le bout de leur nez et sur lequel on essaie de faire manœuvrer un certain nombre de leviers, n'est-ce pas, qui met en scène leur ego, leurs petites richesses, leurs petites maisons, voilà, ces choses comme ça, et puis on les met et ils sont comme des manches, des couteaux pour massacrer leur propre population et les Occidentaux tiennent la manche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est assez malheureux et c'est pourquoi d'ailleurs les Africains doivent sortir de ce système pour voir la chose dans sa globalité. Et c'est là où je marque mon désaccord avec le doyen Parfait d'Homme, parce que dans cette crise-là, il faut identifier les éléments du casus belli. Nous sommes dans une forme de violence et de prédation occidentale et ça date depuis cette balkanisation de l'Afrique, on ne peut pas le nier. Et aussi, et pour pouvoir agir, leur méthodologie n'a pas changé, c'est diviser pour régner. Mais il faut reconnaître qu'il y a des Africains, comme hier dans l'esclavage, sont des négriers et qui sont je dirais, des responsables de Saint-Zala et qui ont la cravache en main, qui flagellent leurs propres frères pour le bien du blanc de l'Occident. Et à la fin, on ne voit pas la main de l'Occident. On voit tout simplement des Africains qui sont en train de se massacrer.
Alors, de ce point de vue, il me semble que la responsabilité entière du président Kagame est complètement prouvée dans cette guerre. Ce n'est pas le Congo qui attaque le Rwanda. Eh bien, c'est le petit Rwanda qui attaque le Congo. Pourquoi? Parce que le Rwanda a accepté de servir de proxy à pouvoir aller sécuriser ces espaces de richesse. Et c'est cela qui met en scène ce monsieur farfelu qui va encore massacrer des Rwandais, des Congolais au nom d'un idéal démocratique qu'on a vu dans le passé, qu'on nous avait servi dans le passé, mais qui n'a jamais fonctionné. Et donc, il me semble plutôt que l'analyse, et c'est là où je suis d'accord avec le doyen, enfin, donc son analyse devait s'appliquer à ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Nanga ou Corneille Nanga. Pas son nom. Voilà, pour qu'il comprenne, eh ben, non seulement qu'il est en train d'être utilisé, mais ensuite, et que l'Afrique n'en est plus là. Les Africains doivent dépenser ça. Montrez-nous sur quel continent, eh ben, on va et vous allez voir des Africains utiliser des Européens pour atteindre des objectifs stratégiques sur le sol européen, sur le sol chinois ou encore sur le sol américain. C'est toujours eux qui viennent en Afrique et derrière ces violences-là, eh bien, c'est des multinationales qui font le profit maximum. C'est de ça le capitalisme au fond. Ils veulent faire des profits maximaux, mais minimiser, n'est-ce pas, les coûts absolument ou du moins complètement les neutraliser. Donc, le fait qu'on s'accapare de ces richesses à 0 francs, qui est du vol, qui est de la prédation, permet à l'enrichissement, le bien-être, n'est-ce pas, de leur pays à l'extérieur. Aujourd'hui, on nous parle de la voiture électrique. Cette voiture électrique aux États-Unis, par exemple, c'est une seule personne, c'est Elon Musk qui a le monopole de ça avec son Tesla. Et aujourd'hui, il y a une certaine, il y a l'oligarchie politique, l'oligarchie, n'est-ce pas, du business qui vient faire un lien, un mariage avec l'oligarchie politique pour créer ce qui n'est pas encore vu dans le domaine des sciences politiques, une forme de monstre où une seule personne, l'homme le plus riche du monde, qui s'allie à l'homme le plus puissant du monde, et bien, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de la violence parce que eux, ils vont par leur desiderata mettre la main sur là où il y a les richesses. Et on a vu Joe Biden débarquer à la fin de son mandat pour investir dans un tracé de chemin de fer. Pourquoi? Vers l'Atlantique. On a vu les Chinois faire la même chose vers l'océan Indien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est quoi le rôle eux-mêmes des Africains dans cette démarche où les autres toujours nous utilisent pour atteindre nos objectifs de bien-être et de puissance et d'épanouissement? Je pense que c'est là. Mais quand on voit ces farfelus qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui n'ont pas de projection stratégique et qu'on apprend à tuer tout simplement, et après on va les dégager. On va les dégager. Ils servent tout simplement je dirais, de courroie de transmission pour une volonté occidentale de puissance, de s'accaparer de nos richesses. C'est là où moi je convoque l'intelligence des Africains à comprendre qu'ils sont manipulés, ils sont utilisés. Et après, le fait qu'ils acceptent cela prouve un peu aussi, quelque part, toute la théorie racialiste et la théorie raciste par rapport aux Africains. Parce que s'ils sont aussi idiots et qu'on peut les utiliser contre leurs propres frères, quel respect on peut leur accorder d'une certaine manière. Et donc, il me semble que les éléments du conflit, du casus belli sont suffisamment posés pour comprendre le rôle assez trouble du président rwandais et qu'il doit comprendre aussi qu'il est arrivé au pouvoir de la même façon et l'histoire étant dynamique, bien qu'aujourd'hui, après 30 ans, il risque aussi d'être emporté par la même violence. C'est de ça qu'il s'agit. Qui tue par l'épée finit toujours par périr par l'épée parce que les hommes, la vie d'un homme est très minuscule dans l'espace-temps. Et donc, quand on est chef d'État, il faut penser à la transmission, il faut penser à la stabilité au-delà de sa personne. Et ce n'est pas ce que fait aujourd'hui le président rwandais. Donc, il doit comprendre que le Rwanda a hésité avant lui. Il est arrivé un peu par, je dirais, par l'effet
de l'histoire, eh bien, il partira aussi par le même effet de l'histoire. Alors, il me semble qu'il va falloir investir sur la stabilité de l'Afrique, investir dans le développement du continent, construire une co-construction du développement de cette sous-région qui est le centre automatogène du panafricanisme. Si le Congo est bien géré avec l'ensemble de la sous-région, mais c'est toute l'Afrique, parce que tous les gisements sont là. Le Congo, avec son Baradinga, peut électrifier toute l'Afrique. C'est les terres les plus arables pour l'agriculture, pour nourrir les Africains. C'est tellement important qu'il faut sortir de ça. Donc, je terminerai aussi par le leadership au niveau du Congo. Tshisekedi, aujourd'hui, dans sa posture, fait partie également du problème. Et donc, il me semble que le Congo a besoin de dirigeants qui puissent porter, qui puissent avoir une vision, une projection et répondre aux besoins. Et ça aussi, on le voit avec les dirigeants de la haie. Donc, il y a des exemples pas dans le passé lointain, comme le cas de Lumumba, qui a quand même toute la doxa est là, toute la nomenclature nécessaire pour conduire ce pays a été déjà tracée dans le passé. Si on dit que c'est encore dans l'histoire, alors il y a des exemples de l'AES qui nous montrent comment un président peut assumer sa souveraineté, le développement de son pays, le bien-être de son pays, et cela, ça passe par la sécurité, les moyens sécuritaires. Et si le Congo est bien géré, qu'il n'y a pas trop de corruption, si on s'inscrit dans une vision, n'est-ce pas, on prend conscience de toutes ces richesses, ben ça veut dire qu'on prend les mesures qu'il faut en termes de sécurité pour la sécurisation du territoire. Un territoire qui est 1 345 000 km² a besoin d'être protégé. Ces ressources sont stratégiques pour l'humanité, donc ça prend une politique d'envergure pour les protéger, ça prend une industrialisation, une offre aussi économique et industrielle pour pouvoir aussi assurer la stabilité de ce pays. Sinon, eh bien, ce pays va toujours être à la main des prédateurs et ces prédateurs vont toujours se multiplier. C'est la loi de la jungle, malheureusement. Et donc, de ce point de vue, il me semble que le Congo dispose des cerveaux, des intellectuels de grands noms qui puissent penser ce pays-là et former, susciter, n'est-ce pas, le leadership nécessaire pour assurer une forme de stabilité, non seulement pour le Congo, mais pour tous les pays africains. Merci à vous, M. Shea. Alors, nous allons donner 2 minutes de temps de parole à chaque intervenant. Nous vous prions d'être bref, précis et concis, justement, sur la thématique. On peut faire un lien entre les deux thématiques. Je pense que là, il n'y a pas débat. Nous allons prendre chance depuis l'Angleterre. Vous êtes le premier à réagir au standard. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir à vos invités et bonsoir surtout à votre équipe infatigable et équipe technique. Je pense que vous avez entièrement raison. 2 minutes, c'est largement suffisant. Et je vais aller droit au but. Je suis désolé, monsieur... Passez un parfum d'homme. Bonsoir à vous. Ce soir, je vois bien que André Christian Fagna n'est pas là. Je reviens encore, donc je serai l'opposition. Vraiment, je valide tout ce que vous venez de dire pour les négociations et la diplomatie. Parce que quand je faisais les relations internationales et la diplomatie ici, on nous a toujours dit que toute guerre finirait par se résoudre par la diplomatie. Vous avez raison, mais 2 fois, comme on dit, il faut toujours casser des œufs pour me faire les omelettes. Et dans ce cas, moi, je ne suis pas contre les dialogues ou bien les négociations. Mais avec qui on va négocier? Je suis d'accord qu'il faut négocier. Je suis d'accord qu'il faut éviter les pertes de vie. Mais dans ce cas, vous voyez déjà que les forces, les rebelles ou bien les terroristes avancent. Et déjà, ce sont des gens qui ont, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui le disent. Ce sont des gens qui ont des réputations à tuer, à rape, comment dirais-je, violer et tout, faire beaucoup d'atrocités sur leur chemin. Alors, comment on peut négocier avec ce genre de personnes? Et de l'autre côté, la personne qui les supporte ne s'arrête pas seulement au Congo. Elle dit, ben oui, si l'Afrique du Sud veut la guerre, alors tant mieux. Alors que l'Afrique du Sud ne dit que tout simplement, ne tuez pas sur nos soldats. Ils sont là sous des mandats, ils ne sont pas là pour combattre ou bien quelque chose, ce qui peut être évité. Donc, je compatis vraiment à tous les frères congolais et tous les frères africains. Je pense que s'il y a un moyen de négocier pour sortir de là, faisons-le. Mais pour le moment,
il faut vraiment taper le fer quand il est chaud, montrer que les rebelles et leur support, et la partie impérialiste, doit arrêter de s'ingérer ou bien de financer. Si vous êtes supporté par les États impérialistes en Afrique, vous n'allez jamais réussir. C'est vrai, la diplomatie peut faire ça, mais pour le moment, je pense que vraiment, je retourne toujours à ma position d'hier, voilà. Monsieur Patient Parfum d'Homme. Vaut mieux partir. Comme je disais, André n'est pas là aujourd'hui, je prendrai l'opposition. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Have a lovely weekend ahead. Merci à vous. Très bon début de week-end également. Chance de l'Angleterre. À vous, chance de l'Angleterre. Zerfel, vous avez également 2 minutes de temps de parole. Bonsoir et bienvenue. Ok, moi, je serai très rapide. Bonsoir d'abord à tout le monde. Je salue le doyen, je salue votre invité. Allô, bonsoir à vous, Zerfel. Sans oublier personne. Moi, tout simplement, je voulais dire tout simplement, faire savoir que au professeur, ce que le doyen vient de dire, il n'a pas insulté les Congolais. Il parle de tous les Africains. Même, moi, je vais indexer mon pays, la Côte d'Ivoire. Quand tu vois aujourd'hui la jeunesse en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se mettre au travail, ils sont dans les maquis, en train de boire des bières. Ils font rien. Regardez un petit Chinois. Un petit Chinois, il va te démontrer sur un ordinateur en 10 minutes. Vous donnez à un vieux mec qui est à l'université là-bas. Là. Il va prendre un mois avant de monter l'ordinateur. Alors, si le doyen est en train de parler de ça, il faut que vous qui êtes les professeurs dans les universités, dans les grandes écoles, c'est vous qui devez conscientiser les gens d'arrêter d'aller se pavaner des choses dans les maquis et dans les bars et, comment dirais-je, en train de chanter et remplir les églises. Et quand le premier mandat de Trump, qu'est-ce qu'il a dit aux Noirs? Il dit, mais au lieu d'aller travailler, vous remplissez les églises. C'est pas là que vous allez avoir de l'argent. Et c'est l'insulte. Mais quand on dit la vérité, toujours un Africain, il dit c'est de l'insulte. Mais ce n'est pas de l'insulte. C'est pour te mettre au travail, monsieur le professeur. Il parle de tous les Africains. Il ne parle pas de Congolais. Et quand vous conscientisez vos citoyens d'aller danser, et demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Toutes ces richesses que vous avez là, qui va les transformer demain? Qui va les transformer? Vous avez besoin de l'extérieur pour transformer ce que vous avez dans votre sous-sol? Soyons sérieux. Ce n'est pas une suite. Moi, quand on indexe mon pays comme ça, je suis content. Je veux qu'on indexe mon pays comme ça pour que la jeunesse puisse se mettre au travail, pour qu'ils soient conscientisés, pour prendre des choses en main. C'est ça, c'est la vérité. Non, vraiment, je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas de l'insulte, monsieur le professeur. Merci. Et bon week-end à tous, mon frère Nguéné. Et puis, je salue tous mes amis qui sont de l'autre côté là-bas et qui font le bon travail pour que tous les Africains puissent intervenir. Merci. Zerfel depuis l'Allemagne, merci à vous. En Côte d'Ivoire, on a un appelant également qui nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Merci, messieurs les panélistes. Je m'appelle Comino, j'appelle de Côte d'Ivoire. Je dis, il faut qu'on se dise les vérités en ce qui concerne la crise, la guerre en RDC. Je vous dis, nous qui sommes panafricanistes, nous avons beaucoup appris de vous. Et il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas tergiverser. Tshisekedi est complice de ce qui arrive dans son pays. Il est le premier responsable et il en est complice. Et je dis, et je suis sûr, et je sais que l'histoire me donnera raison, il est en train de faire du dilatoire pour rien, pour faire endormir les Congolais, pour qu'on prenne la RDC et qu'on divise la RDC en 5 ou 10 États. Il est en train de faire du dilatoire. Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a créé une école de guerre dirigée par les Français. Depuis quand les Français ont gagné une guerre? Il y a une fois une marche en RDC. Et les gens, les populations zéroises et congolaises ont brûlé le drapeau français, américain, occidentaux et autres là, et otaniens. Tshisekedi a dit que, qu'on appelle ça, les États-Unis, la France, l'Allemagne, ces faux pays-là, ne sont pas le problème. Il a dit.
Plus tard, quand les Russes ont dépoussiéré un accord qui a été signé avec la Russie par le prédécesseur de choses, de Tshisekedi. Quelques jours après, le porte-parole de la présidence est sorti pour dire non, on ne regarde pas cet accord-là, on reprend cet accord-là. Il est tout en train de se balader en Belgique, il va en France, il va même en Suisse. Mais qu'est-ce que ça apporte à la RDC qu'on condamne qu'on appelle ça, le Rwanda et Kagame? Qu'est-ce que ça lui apporte? 30 secondes, Komino. Et partout se balade. Et la communauté n'a condamné, mais les gens sont en train de prendre tout le territoire de la RDC. Mais tu appelles Russe, on ne va pas réinventer l'histoire. Et parfois, un homme sont trop cassés de ça, de pas qu'on parle, pas qu'on se bat, mais quand on va aux négociations là, mais c'est par rapport au rapport de force sur le terrain qu'on va aux négociations. Pour prendre quelqu'un qui va prendre tout le territoire du pays là. Pour sortir, Komino, pour sortir. Ils vont céder. 10 secondes pour sortir, Komino. Puisque ce sont les Occidentaux qui agissent au travers du Rwanda, au travers de Kagame. Mais comprenez-le. Quand même ça, parce que vous êtes sur le plateau que vous allez nous faire des couleuvres parfum d'homme. Toujours, non, on ne veut pas que ces Africains puissent mourir. Ce ne sont pas les Africains qui vont mourir. On tue d'autres Africains pour prendre les territoires d'autres pays africains. Voilà. Merci à vous, Komino. Merci pour votre intervention. Nous prenons quelqu'un d'autre qui aura également 2 minutes de temps de parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Salut, monsieur Guéné. Bonsoir salut à vous. Doyen. Et salut à tous les auditeurs de For You Media. Monsieur Guéné, ce que je voulais dire, je crois que mes défenseurs, ils ont beaucoup déjà parlé. Vous voyez le problème de l'Afrique, c'est que quand on dit la vérité, comme le doyen qui est au plateau, comme le professeur qui est au Zoom, nous les Africains, si vous dites la vérité, c'est ça que nous, on va prendre pour analyser et chacun va tirer sa bénéfice. Le problème là, voilà ce qui se passe au Congo. Quand on dit que les Congolais dansent pour oublier leurs problèmes là, ça c'est pas des injures. Vous voyez, au Congo, on viole les enfants. On viole les femmes. Et alors que les maquis et partout, c'est la danse qui se joue au Congo, on n'a pas le droit de dénoncer ça. On n'a pas le droit de dénoncer dans votre propre pays. Et nous qui ne sommes pas nés au Congo, nous voyons ce qui se passe dans votre pays. Et nos défenseurs, nos grands frères, les doyens, depuis des années qui sont dans le combat, quand ils dénoncent quelque chose, ils ne sont jamais venus dénoncer pour pouvoir mettre au conflit dans un autre pays. Au contraire, leur combat, c'est pour pouvoir que l'Afrique puisse se réveiller. Est-ce que quand on dit que les Congolais dansent l'Ingala pour oublier le problème du pays, est-ce que ça c'est du Jésus? Ce n'est pas la vérité. Allez-y au Congo, allez-y au Kinshasa. Là-bas, on viole les mamans, on viole les papas, excusez-moi le terme, on viole les enfants, on tue, on assassine toutes sortes d'enfants. Et en ville, c'est la fête. Regardez, présente l'exemple. Présente l'exemple. Quand le capitaine il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Le capitaine Ibrahim Traoré, il a interdit une certaine musique à partir d'une certaine heure au Burkina Faso. Parce qu'on ne peut pas qu'on vous perde 60% du territoire et le pays reste 40% et l'autre en train de fêter. Il faut qu'on puisse se saisir. Et au Congo, ok, voilà 30 secondes pour sortir. Interdiction de musique au Congo. Interdiction de lieux de culte au Congo. Interdiction de concerts au Congo. Et mobiliser le peuple pour aller libérer le pays. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je peux comprendre qu'à la fin, vous semblez un peu dépassé, mais c'est la réalité de toutes les façons, cette réalité que vous décrivez. Monsieur Sidi, vous avez également 2 minutes de temps de parole. Allez-y. Bonsoir For You Télévision, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You.
Bonsoir à toute la jeunesse africaine panafricaniste engagée pour la libération définitive et complète de notre continent. Bonsoir, patient parfum d'homme. Comment dirais-je, Monsieur Nguéné, il est temps qu'on mette en lumière certaines choses. Paul Kagame, c'est un criminel de guerre. Aujourd'hui, si on l'utilise pour nous attaquer, c'est qu'il est acquis pour les causes. Maintenant, moi je comprends la position avant-gardiste de M. Patient Parfum d'homme, le doyen, il a peut-être raison sur certaines choses. Mais aujourd'hui, si l'Ukraine veut négocier avec la Russie, c'est que c'est la Russie qui impose des conditions. On ne peut pas dialoguer avec le M23. Que Kagame vienne qu'on dialogue et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut au Congo. C'est de ça qu'il est question. Tshisekedi a cherché tout ça là. Aujourd'hui, tous ceux qui racontent leur vie concernant, c'est le Congo qui a attaqué. Nous, on s'en fout de comment Tshisekedi est venu au pouvoir, ou bien qui soutient, quelles sont ses compromissions, ou bien quoi. Non, ça là, c'est un sujet. Le sujet, c'est quoi? Le Congo est attaqué par Kagame, par l'OTAN à travers Kagame. On fait quoi? Là, il faut revenir au niveau de ce que Patient Parfum disait. Mes chers Africains, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, c'est pourquoi nous saluons d'emblée déjà le Burkina Faso qui vient aujourd'hui de lancer les appels d'offres pour les entreprises russes pour pouvoir venir exploiter les minéraux. Et au Mali aussi, le pays a lancé ça. Aujourd'hui, pour faire des accords, il nous faut des accords sérieux. Pour les Européens, nous constituons un amas de muscles. Nous sommes des amas de muscles sans sentiment, sans vision. Donc, comme des bœufs, nous ne sommes pas des êtres humains. Voilà ce que nous sommes. Maintenant, démontrons-leur que nous ne sommes pas que nous sommes des êtres humains en tissant des relations sérieuses. Aujourd'hui, Tshisekedi a il a un seul. Vous avez encore 30 secondes. Communication interrompue avec M. Sidi. On va prendre rapidement le jeune panafricaniste et puis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. 2 minutes de temps de parole. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Guinée. Bonsoir, cher Isma. Bonsoir, cher docteur. Je salue toute l'Afrique entière pour le Congo qui est présentement en difficulté. Alors, ce soir, je viens pour m'exprimer ce qui se passe au Congo. Le président sud-africain, il sort, c'est pourquoi. Moi, je ne comprends pas sa sortie. Parce qu'ils ont tué 13 soldats sud-africains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Sud-Africains, ils sont dans l'ONU? ONU, c'est qui doit intervenir, ce n'est pas lui. Voilà, c'est une organisation. ONU, là, c'est une organisation. Donc, c'est ONU entier qui doit se mobiliser pour dire que non, les rebelles ont tué les Sud-Africains. Ce n'est pas lui. Il n'a qu'à se calmer. Parce que si il était vraiment avec le Congo, il devait retirer ces gens dans l'ONU. Non, faut pas, il va parler de l'ONU. Non, les rebelles ont tué, Kagame a tué ces soldats, il va venir intervenir. Non, nous, on n'a pas besoin de cette intervention. On a besoin de l'intervention du Congo. Il faudrait que l'armée congolaise vienne intervenir et se libérer eux-mêmes. Parce qu'ils ont tué les soldats ONU. Comment on appelle ça? Le président sud-africain va venir intervenir pour dire que non, il va envahir le Congo. Non, le Rwanda, non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous on a besoin, c'est Félix Tshisekedi, c'est sa réaction, nous on a besoin. Félix Tshisekedi, il parle, mais il ne réagit pas. Il parle, mais il ne réagit pas. Il va faire, et on va enlever notre bouche dans l'affaire du Congo, et ils vont gérer les affaires eux-mêmes. Pourquoi nous, on met notre bouche? Parce que nous sommes tous des Africains. Nous avons la peau noire. Vous voyez les Européens, quand la Russie est venue attaquer l'Ukraine, regardez l'Europe. Regardez l'Europe. Ils se sont mobilisés pour venir soutenir l'Ukraine. Ils ne sont même pas dans l'OTAN. Ils sont venus les soutenir. Mais nous, les Africains, on fait quoi? Les dirigeants africains, là, Félix Tshisekedi n'a pas regardé. C'est quel dirigeant africain qui se dit qu'il condamne Kagame? Personne. Chacun regarde sa mamite.
Personne. L'Union africaine, là, il n'y a rien. En fait, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Félix Tshisekedi, là, pour sortir le jeune panafricaniste, il faut sortir. Un autre puissant pour venir se défendre, il ne peut pas. Parce que le M23 est équipé, hein. Franchement, hein, il faut que je vous dise la vérité. Hein. Le M23 est équipé, hein. Ils sont prêts. Hein. Oui, ils sont prêts. Ils sont prêts. Si c'est pour faire la guerre avec le Congo, ils sont prêts. Malgré que le Rwanda les soutient, mais ils sont prêts. Ils sont physiquement prêts. Ils ont des armes lourdes. Merci à vous, le jeune panafricaniste. Nous n'avons plus que 9 minutes. On va essayer de faire un dernier tour de table rapide. Monsieur Patient Parfum d'Homme qui n'a toujours pas réagi sur la sortie de Corneille Nangaa de l'Alliance du fleuve Congo qui dit vouloir marcher sur Kinshasa. Vous avez suivi les positions de vos compagnons, Patient Parfum d'Homme. À quel prix Corneille Nangaa marchera-t-il justement sur Kinshasa au regard justement de ce à quoi on assiste actuellement du côté de Goma? Non, là encore, nous sommes dans la communication. Nous sommes effectivement dans la communication. En temps de guerre, il faut communiquer, il faut rassurer, il faut se montrer déterminé. Je ne veux plus qu'il y ait une fusion de sang au niveau du Congo. Parce que écoutez, c'est très facile de dire on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Mais malheureusement, les êtres humains ne sont pas comme des bottes de choux. Quand on coupe une tête, elle ne va pas repousser. Donc, honnêtement, le Congo a trop souffert. Le Congo continue de souffrir. Les morts au Congo, comme quelqu'un l'a dit, ça se compte par dizaines de millions. Mais il ne date pas uniquement de cette confrontation entre l'M23 et le régime de M. Tshisekedi. Il est antérieur à ce moment-là, dont nous devons tout mettre en œuvre pour que cela cesse. Quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Soudan, on n'en parle pas beaucoup de cette guerre au Soudan, ni comme on n'a pas assez traité ce qui s'est passé entre l'Érythrée et sa province de Tigré. Ce sont des Africains qui meurent, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vois des gens qui estime que, bon, j'ai donné des informations ici pour montrer comment le Congo n'a pas pu quand même aller loin dans l'alliance militaire qui devait lui permettre d'être en contact avec la Russie pour pouvoir muscler davantage la constitution de son armée. Mais je rappelle quand même que lors du vote à l'ONU, dans la guerre qui oppose la Russie à l'OTAN à travers le proxy ukrainien, le Congo de Tshisekedi a voté contre la Russie. Hein. Donc ne pensez pas que les Russes sont des gens qui oublient très rapidement. Il y a tout ça. Même si les dynamiques peuvent changer. Je ne dis pas non, mais attention. Compte tenu du contexte, ils l'ont quand même noté quelque part. Dans ce Congo-là, dont vous voulez, ce régime de Kinshasa dont on veut embellir là, il a quand même posé certains actes qui sont plus ou moins regrettables. Donc je suis pour la paix, je suis pour la négociation. Je suis pour la prise en compte des réalités du moment. Mais je suis surtout pour une Afrique qui est bourrée d'intelligence, que ces intelligences puissent éclore et nous donner la possibilité, nous les Africains, nous aussi, de pouvoir vraiment avoir droit au soleil. On ne peut pas continuer comme ça à ne pas voir cette réalité-là et en continuant de dire il faut tuer Kagame, il faut faire la guerre, il faut marcher sur Kigali. Le fils de Museveni, qui est, je crois, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, a fait un tweet dans Twitter où il dit attention, nous serons en position défensive pour aller protéger les populations ougandophones du Congo. Vous voyez ce sur quoi ça peut déboucher? C'est un recul pour le continent africain. C'est un véritable recul pour le continent africain. C'est pour cela que je dis non, n'est-ce pas, à cette déflagration programmée, même si ce sont nos ennemis qui ont construit ces pièges-là pour nous. Nous sommes intelligents, suffisamment intelligents pour pouvoir éviter ces pièges, et ça ne peut être que par la voie du dialogue et la négociation. Maintenant, les richesses que nous avons sur notre sous-sol, j'insiste là-dessous. Pour sortir, doyen. Il n'y a pas que le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Mali, même Djibouti. Nous avons des richesses partout. Mais les richesses qui sont dans notre sous-sol, ce n'est pas la richesse. Elles deviennent la richesse quand le peuple a la capacité de les sortir de ce sous-sol, de les transformer et de les appliquer dans un certain nombre d'éléments dont nous avons besoin pour notre bien-être. On peut, ces éléments, on peut les utiliser pour nous, comme on peut les vendre à l'extérieur. Mais vous-même, faites votre propre analyse. Ces différentes étapes
pour nous permettre de nous enrichir. Nous sommes complètement démunis de tout moyen pour pouvoir le faire. Que ce soit sur le plan de l'acquisition de connaissances, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la constitution d'un véritable marché intérieur à l'Afrique pour ne pas dépendre des aléas, n'est-ce pas, de marché international et surtout des majors aujourd'hui qui s'affrontent sur la place internationale. On voit très bien que nous sommes complètement largués et c'est à ce niveau que je rentre ma réflexion en me disant, oui, même le Congo dont nous parlons, la plupart des minerais qui sont du Congo, ils sont vendus chez qui? Encore sur les Occidentaux. Est-ce qu'ils sont transformés localement? Non. Est-ce qu'ils participent à constituer un certain... en fabriquant des choses qui vont servir aux Africains eux-mêmes? Non. Nous voyons plutôt des espèces de concurrence idiotes. On fait un port en eau profonde à Kribi, chez moi au Cameroun. Il y en a à Wallis Bay. Il y en a un autre à Tema. On se lance dans l'industrie automobile au Burkina Faso. En même temps, avec une énergie décarbonée, n'est-ce pas? En même temps, le Ghana fait pareil. C'est pour quel marché? C'est pour vendre chez qui? Comment on va s'enrichir si on continue de ne pas avoir cette vision, n'est-ce pas, prospective, lointaine, qui va permettre que l'Afrique d'abord puisse être un véritable grenier d'intelligence pour les Africains, un marché interne pour les Africains, mais surtout une capacité de pouvoir vivre, même en autarcie, sans compter sur ce que l'extérieur peut faire. Même nos propres ennemis, nos meilleurs ennemis aujourd'hui, nous le savons très bien, c'est eux qui peuvent être à l'origine de notre chute demain, d'où la possibilité pour l'Afrique de commencer à réfléchir. Cette affaire du Congo tombe très bien pour que nous voyons très bien, on puisse aller dépasser l'analyse factuelle de ce qui se passe. Bon, les opinions, chacun dit de ses opinions, je n'y peux rien, mais les faits nous démontrent quand même que nous sommes en train d'aller droit dans un mur si nous ne faisons pas travailler très bien nos intelligences pour permettre que l'Afrique de demain ne soit plus vraiment cette espèce de bérésina en continu qu'on voit sur notre continent en termes de chèques pour nos projets. Patient Parfum d'Homme, merci à vous. Merci au professeur Pini Sassa depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes géopolitologue chez Lawson depuis Manitoba au Canada. Merci également à vous, leader du projet panafricaniste Pyramide, président du mouvement pour un Togo nouveau. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, sur le plateau, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Voilà qui met un terme à cette dernière production de la semaine. On ne saurait d'ailleurs rendre l'antenne sans remercier nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs. À la réalisation, on vous dit également merci, tout comme à l'équipe du digital. Merci, portez-vous bien.